L'image que l'on se fait de la gouvernance de l'Empire romain est souvent influencée par la culture populaire, que ce soit les œuvres littéraires ou cinématographiques. Pour le grand public, Rome est souvent perçue comme une société de gladiateurs, d'empereurs tyranniques et de conquêtes militaires, où le pouvoir est exercé avec brutalité et extravagance. Cette vision, souvent simplifiée et romancée, occulte la complexité de la gouvernance romaine, marquée par des institutions sophistiquées, un système juridique avancé et des pratiques administratives qui ont façonné un empire. Pourtant, à travers ces stéréotypes portant une part de réalité, on oublie souvent le rôle central d'une classe particulière dans la structure politique romaine, la noblesse. Mais qu'est-ce que la noblesse ? La noblesse romaine, ou nobiles, était une classe sociale influente à Rome, composée principalement des descendants de patriciens et de citoyens ayant réussi sur le plan militaire et politique. Elle jouait un rôle central dans la gestion des affaires publiques, notamment au sein du Sénat et des magistratures du cursus honorum. La noblesse est une constante dans l'histoire de Rome, que ce soit de l'époque républicaine jusqu'à l'Empire. Celle-ci présente une structure sociale complexe, façonnée par des critères d'origine, d'ancienneté et de mérite politique. À la différence d'autres systèmes aristocratiques, comme ceux que l'on pourrait trouver dans les monarchies héréditaires, la noblesse romaine ne se fondait pas uniquement sur la naissance, mais aussi et surtout sur l'accès aux magistratures, et plus particulièrement au consulat, qui en constituait la plus haute fonction de la carrière politique d'un Romain. Le consulat représentait l'étalon de la reconnaissance sociale pour les nobles. Le consulat était donc synonyme de noblesse. Il est crucial de bien comprendre que la noblesse n'était donc pas simplement un titre héréditaire ou un privilège acquis à la naissance, mais bien un statut qui se gagnait et se renouvelait à travers le service public et la politique. La participation aux magistratures jouait un rôle déterminant dans la préservation et la transmission de la dignité nobiliaire, et c'est pour cela que l'obtention du consulat était si cruciale. Ceux qui n'atteignaient pas cette magistrature ou n'arrivaient pas à l'obtenir durant une longue période étaient vus avec dédain et perdaient prestige, mais aussi pouvoir et influence. La distinction entre la noblesse et l'aristocratie s'affine davantage lorsqu'on examine la division interne au sein de la noblesse elle-même. Il y avait d'une part les nobles patriciens, descendants des premières familles fondatrices de Rome, et qui avaient traditionnellement monopolisé les plus hautes magistratures pendant les premiers siècles de la République. Ces patriciens incarnaient une forme de noblesse par excellence, renforcée par leur ancienneté et leur lien étroit avec les institutions originelles de la cité. En face d'eux se trouvaient les nobles plébéiens, des individus issus de la classe citoyenne qui avaient acquis un statut élevé dans la société romaine, généralement par le biais de réalisations politiques, militaires ou économiques. Contrairement aux patriciens qui descendaient des familles aristocratiques anciennes, les plébéiens étaient à l'origine des citoyens ordinaires, sans privilèges particuliers. Ces clans plébéiens avaient pour ancêtres des homines novi, des hommes nouveaux, des individus qui avaient réussi à atteindre le consulat pour la première fois, souvent après avoir surmonté des obstacles sociaux considérables. Leur accession à la plus haute magistrature rompait avec le schéma classique des lignées anciennes et illustrait le caractère méritocratique du système républicain romain. Ces hommes nouveaux, bien qu'intégrant les rangs de la noblesse une fois élus au consulat, ne jouissaient pas du même prestige traditionnel que les patriciens. Ils devaient bâtir leur réputation et renforcer leur statut au sein de cette élite à travers le temps et les générations suivantes. La notion d'homo novus est intéressante, dans la mesure où elle souligne la perméabilité relative de la noblesse romaine. Dans une société aussi hiérarchisée et traditionnelle que celle de Rome, il est frappant de constater qu'il existait une voie pour les non-patriciens, voire les plébéiens, d'intégrer l'élite. Cela montre à quel point Rome, bien que fondée sur des principes aristocratiques, permettait une certaine mobilité sociale, à condition bien sûr que cette mobilité se concrétise par l'obtention d'une magistrature prestigieuse. Les hommes nouveaux faisaient souvent face à une certaine forme de mépris ou de condescendance de la part des vieilles familles patriciennes. En dépit de leur réussite politique, ils étaient considérés comme des parvenus, qui n'avaient pas encore acquis le raffinement, les mœurs ou la légitimité qui accompagnaient les longues lignées aristocratiques. Néanmoins, ces hommes pouvaient rapidement asseoir leur position sociale, si leurs descendants parvenaient à renouveler leur accession au consulat. En l'espace de 2 ou 3 générations, une famille de récents consuls pouvait ainsi intégrer pleinement les rangs des nobles reconnus et accéder à une noblesse complète. Cette rivalité entre patriciens et homines novi pour l'accession aux magistratures a souvent façonné les dynamiques sociales et politiques de la République romaine, entraînant des alliances et des tensions qui allaient au-delà des simples questions politiques pour toucher aux questions plus profondes de prestige et d'honneur social. Il est donc important de souligner le rôle que jouaient les gentes ou clans dans cette structuration sociale. Les familles romaines, tant patriciennes que plébéiennes, fonctionnaient en grande partie selon des logiques claniques. Chaque famille avait un nom, nomen, qui indiquait son appartenance à une gens. Cette identité collective était d'une importance capitale dans la politique romaine. Plus qu'un simple réseau de parenté, la gens était une institution en elle-même, agissant comme une force politique active et collective. Les membres d'une même gens avaient des intérêts communs, et agissaient souvent de concert pour promouvoir leurs objectifs politiques et sociaux. Dans cette dynamique, l'indistinction entre les grandes familles patriciennes et celle de la noblesse plébéienne était donc marquée par le rôle de la religion et des traditions.
Les patriciens détenaient souvent des positions importantes dans les cultes publics et jouissaient d'une relation privilégiée avec les dieux de la cité. Ils contrôlaient certaines prêtrises et participaient à des rites anciens qui symbolisaient leur lien particulier avec le passé mythique de Rome. Les plébéiens, même lorsqu'ils accédaient aux magistratures, n'avaient pas nécessairement accès à ces privilèges religieux, ce qui renforçait la distinction entre ces deux groupes au sein de la noblesse. Cette différenciation sociale et religieuse s'est cependant estompée au fil des siècles, en particulier avec l'ouverture progressive des magistratures aux plébéiens au cours de la République. Les luttes sociales et politiques du IVe siècle avant Jésus-Christ, souvent appelées conflits des ordres, ont progressivement permis aux plébéiens d'obtenir des droits politiques égaux à ceux des patriciens, incluant l'accès au consulat et aux autres magistratures. Cette évolution a modifié en profondeur les rapports entre les différents groupes sociaux, même si les distinctions de prestige et d'ancienneté sont restées présentes jusqu'à la fin de la République. L'un des autres aspects essentiels à retenir sur la noblesse romaine est celle qu'elle n'était pas uniquement définie par le pouvoir politique, mais aussi par la richesse foncière. Les nobles, qu'ils soient patriciens ou plébéiens, possédaient de vastes domaines agricoles qui constituaient la base de leur fortune et de leur influence. Ce contrôle de la terre leur assurait à la fois un revenu stable et une forme de pouvoir sur les populations locales qu'ils pouvaient mobiliser politiquement en temps de besoin. Les grandes familles nobles possédaient souvent plusieurs domaines répartis dans diverses régions d'Italie, et ces propriétés renforçaient leur statut et leur indépendance financière. En outre, la noblesse romaine se distinguait du reste des Romains par son mode de vie, son éducation et ses valeurs. Les jeunes nobles recevaient une éducation rigoureuse, centrée sur les arts oratoires, la rhétorique et l'histoire, avec pour but de les préparer à une carrière politique. Le cursus honorum, l'ensemble des étapes de la carrière politique romaine, dictait le parcours de tout jeune homme noble qui souhaitait rentrer en politique. Celui-ci devait d'abord servir comme questeur, puis comme édile, prêteur et enfin consul, avant d'aspirer à des postes encore plus prestigieux comme celui de censeur ou de gouverneur provincial. Ce cursus représentait non seulement un chemin vers le pouvoir, mais aussi une manière d'affirmer son rang social et de démontrer son mérite aux yeux de ses pairs. Les valeurs qui séparaient la noblesse romaine des autres citoyens étaient aussi culturelles et s'incarnaient à travers la vertu et le service à la cité. Les nobles romains étaient censés incarner ces principes dans leur comportement quotidien et dans l'exercice de leurs fonctions publiques. L'idée de service public était également primordiale. Contrairement à d'autres sociétés où l'aristocratie pouvait se contenter de jouir de ses privilèges, les nobiles étaient perçus comme devant constamment justifier leur statut par le biais d'un engagement dans les affaires de l'État. La participation active à la vie publique était un devoir, et un noble qui se désintéressait des affaires politiques, qui ne parvenait pas à accéder aux magistratures, risquait de perdre son prestige et son influence. C'est cette obligation de renouveler constamment son statut par le service qui distinguait la noblesse romaine des autres systèmes aristocratiques plus statiques. Cette exigence de participation politique explique également pourquoi la compétition au sein du Sénat était si intense. Les nobles se battaient non seulement pour obtenir les honneurs les plus élevés, mais aussi pour surpasser leurs pairs et conserver leurs acquis. Chaque magistrature, chaque victoire militaire, chaque alliance matrimoniale était une opportunité de renforcer la position d'une famille par rapport aux autres. Cette compétition pouvait être à la fois stimulante et destructrice, car elle engendrait des rivalités profondes au sein de l'élite, qui pouvaient parfois déboucher sur des conflits politiques violents, comme cela a été le cas lors des guerres civiles à la fin de la République. L'influence des nobles ne se limitait pas seulement à la sphère politique et militaire, ils jouaient également un rôle central dans la vie culturelle et religieuse de la cité. De nombreux nobles étaient des mécènes d'artistes, de poètes et d'intellectuels, et leur soutien aux arts faisait partie de la démonstration de leur prestige et de leur éducation. Ce rôle de mécène, hérité en partie des traditions grecques, contribuait à renforcer la position des nobles en tant que leader de la société romaine dans son ensemble. De plus, certains membres de l'élite prenaient part à la vie religieuse en occupant des fonctions sacerdotales importantes, comme le grand pontife, Pontifex Maximus, ou l'augure, ce qui leur conférait un pouvoir spirituel en plus de leur pouvoir politique. Le rôle religieux de la noblesse, notamment des patriciens, est particulièrement notable dans la mesure où il leur conférait une légitimité supplémentaire. Le lien privilégié qu'ils entretenaient avec les dieux à travers les rites ancestraux consolidait leur position au sein de la société romaine. Le contrôle des prêtrises leur permettait non seulement de participer aux affaires religieuses, mais aussi d'influencer les décisions politiques, puisque de nombreux aspects de la vie publique à Rome étaient déterminés par des consultations religieuses. Cependant, cette noblesse patricienne a vu son pouvoir religieux s'éroder progressivement avec la montée en influence des plébéiens au cours de la République. Les plébéiens ont lutté pendant des décennies pour obtenir l'accès aux magistratures et aux prêtrises, ce qui a réduit le monopole des patriciens sur le pouvoir spirituel et politique. Cela n'a pas pour autant affaibli l'importance de la noblesse dans son ensemble, et a plutôt diversifié les origines des familles influentes, en renforçant le rôle des homines novi dans les affaires de l'État. Cette noblesse, semblant, malgré ses quelques disputes et rivalités monolithiques, était pourtant loin d'être unie. Les guerres civiles, qui ont marqué les dernières décennies de la République, ont profondément affecté la noblesse tant du point de vue de ses alliances que de ses valeurs. Ces conflits ont révélé les failles du système républicain et la fragilité du consensus qui maintenait l'ordre social en place.
Beaucoup de grands clans nobles se sont divisés en soutenant des factions opposées, ce qui a entraîné la ruine de certaines d'entre elles et la montée en puissance de nouvelles élites. Ce processus a culminé avec l'avènement de l'Empire sous Auguste, qui a redéfini la noblesse romaine. L'aristocratie républicaine, fondée sur l'accès aux magistratures et sur la compétition politique, a progressivement laissé place à une noblesse impériale, plus centralisée et plus dépendante de la faveur de l'empereur. Les anciennes rivalités entre patriciens et plébéiens ont perdu de leur pertinence, tandis que de nouveaux critères de distinction sociale sont apparus, notamment l'allégeance à l'empereur et l'accès à de nouvelles formes de prestige comme les titres honorifiques et les fonctions administratives impériales. Ainsi, la noblesse romaine, bien qu'elle ait évolué au fil des siècles, reste un exemple fascinant d'une élite qui, tout en étant profondément enracinée dans la tradition, a su s'adapter à un système politique en constante évolution. Ses membres ont incarné à la fois les valeurs de la République, mais aussi les créateurs des tensions qui ont mené à sa chute. Ils ont été à la fois les gardiens des traditions républicaines, tout en étant les acteurs des changements profonds qui ont marqué le passage de Rome d'une république à un empire.